maintenant nous allons passer à la présentation de Madame Muriel Jean Mosser, qui est psychologue, psychothérapeute, analyste psycho-organique, qui est diplômée en particulier en psychopathologie du bébé et en accompagnement des personnes atteintes de maladies génétiques. Elle est aussi formée au psychodrame analytique et aux soins énergétiques. Elle enseigne à l'école française d'analyse psycho-organique, l'EFAPO, et à la Sigmund Freud Université, SFU, et à l'école de sophrologie de Bordeaux. Et elle propose des supervisions en individuel ou en groupe. Depuis 20 ans, on reçoit des adultes, des bébés, des enfants, des couples, et anime de psychothérapie en groupe, ainsi que de nombreux stages sur le thème de la naissance. Et elle a créé une collection en particulier au nom de la vie, Raconte-moi ta naissance, ainsi que de l'analyse psycho-organique, les voies corporelles d'une psychanalyse. Bonjour. Je vais commencer, c'est redondant, mais vraiment par remercier l'équipe Thésée, plus particulièrement Magali, Anne et Christophe, de me faire l'honneur d'être ici. Pour moi, c'est un moment important que je puisse parler de l'analyse psycho-organique. Je pense que ça va répondre à beaucoup de questions et beaucoup de comment on fait. Parce que j'ai entendu beaucoup de théories, c'est très bien. Je voulais aussi vous féliciter. Je trouve que c'est magnifiquement organisé au niveau du contenu et aussi de toute la structuration de notre accueil, etc. Alors, moi, ça m'a mise au travail, je vous remercie, ça m'a beaucoup stimulée sur qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on a tendance, les psys, entre nous, à se dire tout est joué à la première séance, tout se dit à la première séance. Mais comment est-ce qu'on l'entend, ça ? Alors, bien sûr, il y en a, c'est à force de métier, 20 ans de métier, et des choses qui se sont... Il y a des expériences que vous avez intégrées. Mais ce n'est pas... Ça me dérange, ça, pardon. Ce n'est pas... comment dire, c'est un thème qui est passionnant, qui est très complexe à appréhender parce qu'il comporte une multitude de paramètres, et d'autant plus que je ne suis pas ostéopathe, ni dentiste, ni infirmière, ni chirurgien. Et donc quand une personne vient me voir, c'est pas parce qu'elle a mal à la dent ou à l'épaule avec un bobo soi-disant circonscrit et un objet mesurable et quantifiable. La psyché, ce n'est pas mesurable et quantifiable, c'est un concept, mais il semblerait quand même que ce n'est pas juste un concept, qu'il y a un appareil psychique. Alors, je vais présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que l'analyse psycho-organique, parce que ce n'est pas connu, on dirait que c'est des grands mots comme ça. Ça existe, ça a été créé par Paul Boyesen dans les années 1970. Et c'est très succinct, je vais être obligée de caricaturer les choses, mais en fait c'est une méthodologie, une théorie qui intègre, je dirais, les 3 dimensions minimum de l'humain. Vous savez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Camus, nous sommes un corps bien avant de le penser. Nous prenons corps dans le corps de l'autre. C'est avec l'autre et par l'autre que je vais prendre conscience de mon existence. C'est très important. Donc nous sommes un corps bien avant de le penser, ce qui fait qu'en analyse psycho-organique, on va penser théoriquement le sujet, l'individu, comme un cercle, dans une pensée circulaire, et en cela, nous prenons les apports reichiens, de tension, charge, décharge, relaxation. Et Gerda Boyesen, qui était psychologue et qui a travaillé beaucoup avec les psychotiques, a parlé du psychopéristaltisme. Si vous avez lu Le charme discret de l'intestin, nous sommes très proches de ça. C'est-à-dire que l'intestin a une fonction biologique, mais il y a une fonction psychologique. Il digère les émotions qui ne peuvent pas s'exprimer par le haut. Normalement, elles sont digérées par le bas. Mais elle explique très bien dans Le charme discret de l'intestin, c'est que si c'est sursaturé, si la personne est sans arrêt dans l'angoisse ou sans arrêt dans la tristesse, ce psychopéristaltisme naturel va être saturé, ça va faire des maladies de Crohn, etc. Tout ce que Guilain a dit, je te remercie, ça a très bien introduit tout ce que je voulais dire. Donc, dans le bas de ce cercle, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, ce qu'on appelle en analyse psycho-organique, on va parler de l'organique profond. Je vais vous le dire autrement, on pourrait parler du corps, on pourrait parler du cerveau reptilien ou encore des sensations. Tout ça, c'est le fond, c'est ce qui nous constitue. C'est cette intelligence du vivant qui est bien plus intelligente que notre intelligence là. C'est ce qui nous anime, on l'a vu ce matin. Merci Ève, ça m'a vraiment fait gagner du temps. Je me disais finalement, j'ai pas 3/4 d'heure, j'ai une demi-heure. Donc je vous remercie. Donc on dirait qu'il y a ça dans le fond du cercle que constitue un individu. Au milieu du cercle,
il y a ce que nous appelons en analyse psycho-organique la connexion organique, comment je vais me connecter à mon organique profond, à mes profondeurs. On pourrait aussi le dire le cœur, les sentiments, les émotions et encore le cerveau limbique. Tout en haut de ce cercle, nous mettons, en analyse psycho-organique, on appelle ça le concept. Le concept, je pourrais parler de la tête, mais aussi des représentations, des images, parce que le bébé, il pense en images, il ne pense pas en mots. Et c'est pour ça qu'une image vaut 1000 mots, parce qu'une image fait la condensation dont parle Freud. C'est-à-dire que dans une image, où si une personne me dit « mon père m'a battu », vous voyez bien qu'elle est en distance. Si je lui dis « mais racontez-moi la scène », et qu'elle ferme les yeux et qu'elle raconte la scène, son corps est mobilisé, ses émotions sont mobilisées, et ses représentations. Donc, que fait-on en analyse psycho-organique? Pour le dire très rapidement, nous allons passer notre temps à tenter de relier, de remettre en circulation, pour le dire comme ça. Si j'étais en énergétique, on dirait les 3 corps, corps physique, corps émotionnel, corps mental. Si je suis en neurosciences, je vais dire les 3 cerveaux. Si je suis en analyse psycho-organique, je vais parler de la sensation, du sentiment, de la situation. Vous voyez, ça c'est les codes de langage. J'essaie de relier pour que tout le monde comprenne ce dont je parle. Alors, nous allons travailler sur apprendre à sentir le langage du corps. Et là, je reviens à Dolto, tout est langage, l'image inconsciente du corps, comment ça va se constituer, ça. Et nous travaillons aussi avec le corps des mots. Donc une personne qui va être très dans la tête, vous voyez, quand elle vient me voir, je vais dire « mais qu'est-ce que vous sentez ?» Puis elle va me dire « je pense que… » Je vais dire « non, qu'est-ce que vous sentez ?»« Je pense que ça me fait rien. » « Ah, donc vous sentez quoi ?»« Ben je sens rien. » « Il est comment votre rien ? Racontez-moi, si vous le dessinez. » Et là, je travaille avec les 3 niveaux. Si une personne est très angoissée, par exemple, nous allons avoir tendance à lui dire « cette angoisse, elle est où dans votre corps ? Racontez-moi, elle est où dans votre corps ?» Et parlez-moi, pour que les 3 cerveaux se relient, pour que cette circulation naturelle se retrouve. Ça, c'est très rachien, c'est-à-dire qu'il dit « tout est énergie », et si ça circule bien, ça crée de la bonne santé. Être thérapeute, ce n'est pas aller bien pour moi. Être thérapeute, c'est savoir se gérer, c'est d'y connaître les différentes parties de soi. Et j'y arrive. Donc, cette formation d'analyse psycho-organique, sa grande richesse, que si vous avez vu, j'ai fait beaucoup d'études, je suis allée beaucoup à l'université, on nous remplit le cerveau, d'accord, et les psychologues, quand ils terminent, ils disent, d'accord, j'ai tout compris, mais je fais comment ? Et c'est bien ça, comment on va faire pour travailler avec cet inconnu, cette chose qui nous anime. Alors, pendant 4 ans, ce que nous allons faire, prendre conscience aux futurs soignants, aux futurs psychothérapeutes, c'est que chaque concept, nous allons l'expliquer, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à la tête, mais on va proposer un expérientiel, par exemple, comme vous avez vécu ce matin, pour sentir et éprouver ce que c'est l'indifférencié, ce que c'est le processus de naissance, ce que c'est l'altérité, par exemple, quand on se base sur toute la construction de l'appareil psychique qui a été observée avec les théories de l'attachement, avec énormément d'études dans ces 50 dernières années, c'est passionnant. Eh bien, j'ai perdu mon idée, pardon. Je parlais de quoi ? Quelqu'un peut me redire ? Ça m'arrive comme ça va tellement vite dans ma tête. On va voir si vous suiviez. Non, personne n'a suivi. Bon, tant pis pour moi. Alors quand même, ça m'ennuie. Ça ne vous revient pas ? L'attachement, merci. Comment tout ça va être travaillé ? Donc, dans les expérientiels, on va pouvoir travailler par exemple en psychodrame, comment je me sens, comment j'existe moi en face de l'autre, comment j'ose ma différence. Parce que quand on parle du pôle psychotique, pour nous, en analyse psycho-organique, ça parle de la problématique d'incarnation. Comment je peux habiter mon corps ? Et pour moi, quand quelqu'un, la première fois, me serre la main, vous savez, c'est ces gens, il n'y a personne dedans. Il n'y a personne dedans. Je sais pour moi que c'est une problématique des interactions précoces. Je sais que ça parle de comment j'ai été accueillie et que les interactions précoces n'ont pas été suffisamment bonnes pour que je prenne corps et que je m'habite. Et donc avec ces personnes-là, je vais travailler beaucoup, surtout sur
qu'elles prennent corps, qu'elles s'incarnent, et puis que ça se symbolise. Vous avez des personnes, elles vont être dans ce que nous on appelle une problématique de la relation, problématique anale, ça t'en a reçu plein, Guilain. Problématique de la relation, c'est toute la phase du narcissisme secondaire, le droit de se différencier, c'est quand l'enfant dit non. Alors en analyse psycho-organique, on a créé, Joël Boysen, le non joyeux. Alors il y a tout un expérientiel pour vivre ce non en face de l'autre, et l'autre dit oui à notre non. Et je fais l'expérience que je pose être moi-même en face de l'autre, et je vais sortir de ces problématiques duelles. Et puis, troisième niveau, tout ce qui est la structuration du désir, etc. Donc, tout ça pour vous dire que on apprend avec la tête et avec le corps. C'était très important que je situe les choses parce que ce qui se passe, c'est que je vais travailler beaucoup avec ce que nous appelons le contre-transfert organique. C'est cette double attention dont vous parliez, Ève, ce matin, c'est-à-dire à la fois comment je vais être présente à ce qui se passe et présente à ce qui se passe à l'intérieur de moi et comment je vais m'en servir comme outil thérapeutique et diagnostique. Parce que ce qui est important pour moi, quand les gens arrivent dans mon cabinet, en général, c'est ou parce que rien n'a marché, ils viennent là, je ne crois pas toujours, ou parce qu'ils ont décidé que franchement ça suffit, il y a des choses qui se répètent, que ça ne va pas. Et pour moi, c'est que quelque chose ne circule plus à un endroit. Alors, la question pour moi, ça va être comment je vais me relier au soi qui est caché, au soi nié. Et je le dis exprès comme ça, je l'écris en 2 mots. Et pour moi, tout l'enjeu, ça va être comment je vais pouvoir me connecter à la souffrance, souvent très inconsciente de la personne, non entendue, non accueillie. C'est ça qui répare la personne. C'est entendre la souffrance là où ils ne l'entendent pas. Et ça, c'est complexe, parce qu'on comprend intellectuellement, mais comment on fait? Alors, je vais essayer de vous donner des exemples sur les enjeux et les impasses de la première rencontre. Et déjà, comme moi je travaille en cabinet libéral, ça m'a permis de réfléchir déjà à la prise de rendez-vous. Parce que pour moi, c'est très important que ça se passe par téléphone. J'aime que ça se passe par téléphone parce que la façon dont la personne s'adresse à moi, dit je ou on, ou est très évasive, et ce qu'elle va induire dans l'échange, ça me donne déjà beaucoup d'informations. Et je sais déjà, moi, à quel endroit, en fait, il y a quelque chose, vous voyez, qui ne s'est pas bien passé et que je dirais, c'est là qu'il faut réparer. Mais la question, c'est comment je vais réparer? Comment je vais être en relation avec le sujet en face de moi. Et donc je donne 2-3 exemples comme ça, déjà sur ce contact au téléphone. Alors vous avez ce que j'appelle les polis bien élevés. Bonjour madame, j'ai vos coordonnées par un tel, je souhaiterais prendre rendez-vous avec vous, machin, tout ça. Bon, je sais que c'est une personne adaptée, elle a peut-être un faux self. Ça me dit, elle n'a peut-être pas été très accueillie dans son nom. Vous voyez? Ou je me dis, elle a un surmoi très fort, mais on verra. Je verrai quand elle va venir. Autre exemple. La semaine dernière, ça tombait bien, je vous dis bonne synchronicité. Je reçois un SMS, parce que maintenant il y a des SMS, il y a des mails. Regardez le message. Bonjour Muriel, j'aimerais vous rencontrer avec ma femme. Pensez-vous pouvoir me donner des disponibilités dans les 2 semaines? Bien à vous. C'est complètement inadapté. J'ai jamais rencontré cette personne. Elle m'appelle Muriel. Elle crée tout de suite un lien familier. C'est un lien d'emprise, tout en se cachant dans quelque chose de poli. Je sais très bien que c'est inconscient, mais là je me dis tout de suite, je me dis ok, ça c'est problématique de la relation, ça c'est une personne où il va falloir travailler, commencer à être en face de soi, et je ne vais pas travailler du tout de la même manière. Autre exemple, bonjour madame, j'attends que vous me rappeliez pour prendre rendez-vous avec moi. Ah, ça c'est fabuleux. Ah. Alors là, inversement de la situation. Là je sais que c'est une manipulation perverse. Mais oui, ça c'est des grands mots, ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui crée ça? C'est quelle souffrance en dessous qui n'est pas entendue, qui va créer ce comportement? Tout est langage, tout est signifiant. Donc, autre exemple, et qui va me permettre de faire la transition, une femme me contacte par internet pour prendre rendez-vous. Et puis, elle s'organise, je vois que c'est très inconscient pour qu'on ne se parle jamais. Parce que moi, je dis aux gens, sur mon site, il n'y a pas mon adresse, il n'y a pas mon téléphone. Donc, ils sont obligés, s'ils veulent, m'envoyer un mail. Et après, je dis, contactez-moi, tel numéro, nous prendrons rendez-vous. Et je souhaite toujours, moi, que les gens soient adressés. C'est mon confort. Et elle s'organise pour qu'on ne puisse pas se parler au téléphone. On prend un premier rendez-vous qu'elle annule, un deuxième qu'elle annule, et au troisième, elle va venir. Et moi, je sens la charge. Et je suis chargée. Il y a quelque chose qui est manipulé, il y a quelque chose où elle ne répond pas à mon cadre.
Dans mon contre-transfert organique, je sens que je suis énervée, je sens que déjà avant de la rencontrer, je la rejette. Et moi, je me dis, puisque je travaille avec ça, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin que je ressente ça? De quoi ça parle d'elle? Et pour moi, là, ça parle de son accueil à la naissance, parce que je travaille beaucoup avec les phénomènes de naissance et de l'accueil, et de comment je suis conçue et accueillie et regardée. Ça va créer inconsciemment comment je me conçois, comment je me regarde, comment je m'aime. Et donc évidemment que le regard du soignant est fondamental. Et donc cette personne, quand elle arrive, je suis bien consciente qu'elle est dans un double mouvement. Je suis consciente de mon contre-transfert, mais je ne vais pas l'agir dans la relation. Je m'en sers en me disant, tiens, qu'est-ce que ça me dit? Et donc elle vient finalement, et je suis bien consciente qu'elle a le désir de venir, mais qu'elle a les chocottes, ça fait deux fois qu'elle annule, ça fait 2 fois. Et puis elle s'organise pour pas qu'on se parle. Et donc très vite, je lui dis, mais c'est quoi votre histoire de naissance? Et elle me dit, je suis née d'une mère qui a été mariée de force à 15 ans avec un homme beaucoup plus âgé, puis elle voulait pas du tout de moi. Et elle l'a battue pendant toute son enfance. Vous voyez comment elle a rejoué ce qu'elle connaît. Et ce qui va être thérapeutique, c'est que je ne vais pas être tout à fait à l'endroit habituel et que ça va déstabiliser, mais dans le bon sens du terme, la personne en face de moi. Et que j'ai cette conscience-là. Donc heureusement que je l'ai accueillie avec bienveillance parce qu'elle rejoue. Alors ça m'amène à dire, c'est un concept, parmi tous les concepts, tous les apports de la psychanalyse, je fais comme ça parce qu'on travaille avec tous les apports de la psychanalyse, l'inconscient collectif, l'inconscient transgénérationnel, etc. Et Paul Boysen a parlé de l'inconscient situationnel, c'est-à-dire que la situation que je vis ici maintenant réveille des tas d'autres situations inconscientes, du vécu. Et c'est avec ça que je travaille. Parce que dans le premier entretien de la première rencontre se rejouent les phénomènes de l'accueil à la naissance. Je l'ai observé souvent. Je vais vous donner un autre exemple. Pas que ça, mais ça parle très souvent de ça, surtout quand il y a une problématique d'accueil à la naissance. Une autre femme qui m'envoie, et ça va faire la transition entre la prise de rendez-vous et la rencontre. Alors, elle m'envoie par Internet, alors il faut que elle m'envoie « Bonjour, je souhaiterais être contactée », et c'est très passif, « pour un rendez-vous de consultation ». C'est très impersonnel, c'est assez fantomatique. Et elle me dit merci, et puis vous savez, sous le merci, normalement on voit le nom, le prénom en dessous. Puis là, il n'y a pas de prénom. Il faut que je lève la tête et que je regarde le nom de l'expéditeur pour savoir qui vient de m'écrire. Et elle ne veut pas me dire qui lui a donné mes coordonnées, tout, elle veut rester anonyme, mais ça m'intéresse. Normalement, je ne fais jamais ça, mais je me dis, parce que c'est arrivé dernièrement, puis que maintenant j'ai quand même 25 ans de métier, que je me dis, tiens, à mon avis, en plus, elle s'appelle Sylvie, donc ceux qui ont fait du transgénérationnel seront désolés pour ceux qui s'appellent Sylvie dans la salle et qui n'ont pas fait ce travail. En général, quand on s'appelle si, il, vit, c'est qu'il y a eu des morts avant, ou si on s'appelle René, hein, ça parle de ça, des enfants de remplacement. Et donc, elle ne veut pas savoir, et quand elle arrive, parce que je vais vous parler de la poignée de main justement, elle arrive, et elle me tend la main, donc je tends la main, et à la dernière seconde, je ne sais même pas comment elle a fait, je ne reviens pas, je me retrouve à lui serrer la main en haut au niveau de l'épaule. Vous voyez, ça, c'est les mouvements paradoxaux typiques des schizophrènes, typiques de la psychose, où il y a un double mouvement, il y a un double message, et ça rend fou, évidemment, ça rend fou. Bon, elle s'assied, et elle vient me voir parce qu'elle ne sent rien. Mais moi, je ne suis pas étonnée, elle n'est pas dans son corps. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé à votre naissance? Vous êtes la combienième? Et alors, elle m'explique qu'elle est née juste après sa sœur aînée, qui était morte à 2 ans et demi, qui s'appelait Sylvie. Hein? Donc comment voulez-vous que cette femme, je vois bien, c'est-à-dire qu'elle est ce que moi j'appelle morte vivante. Elle fait vivre la morte à travers elle. Donc elle est là-haut, elle est perchée, elle n'est pas du tout incarnée, elle n'a pas pu prendre corps puisqu'elle est là pour évoquer une autre. Et que certainement les parents, quand ils l'ont vue, et on le sait, ça c'est les phénomènes, ça arrive beaucoup, dans ce qu'on appelle les enfants de remplacement, c'est que le parent ne va pas investir l'enfant tant qu'il n'a pas dépassé l'âge auquel le précédent est décédé. Alors ça peut être in utero ou hors utero. Enfin, hors utérus. Et donc elle, sans doute qu'avant 2 ans et demi, elle n'a pas tellement été investie et que quand elle était regardée, on voyait à travers elle toujours l'autre. Donc elle doit être 2.
Et elle n'est pas incarnée. Donc avec des gens comme ça, je vais beaucoup travailler sur être contenante, être maternante, être présente à eux. Autre exemple. Et puis avec ces gens-là, vous sentirez, alors c'est ce qu'on apprend à repérer aux futurs psychothérapeutes, ce qu'on leur apprend à repérer avec leur corps, c'est typique des personnes qui ont des problèmes au niveau de cette incarnation, ils sont dans votre cabinet et le temps s'arrête, le temps est distendu. Et vous rentrez dans un autre espace-temps, parce qu'ils ne sont pas incarnés. Il y a un endroit où ils ne sont pas ici maintenant. Bon, si je suis avec, sur l'histoire des problématiques de la relation, c'est beaucoup plus ça, comment ça s'est passé, comment papa et maman ont accueilli que, ben non, je ne veux pas mettre mes chaussures, ou non, je ne veux pas manger des haricots. Est-ce qu'on m'a forcé? Est-ce qu'on m'a soumis à ça? Et la personne avait tout le temps prise dans des relations, toute puissance, impuissance. Je vous donne un exemple. Donc une femme vient, je vois qu'elle rentre des plaques rouges, elle me serre la main, une main moite, transpirante, donc je sens qu'elle est très angoissée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Moi j'ai un divan qui est exactement à la même hauteur que mon fauteuil, très important. Et je vois qu'elle s'assied par terre. Et là j'ai une fraction de seconde pour réagir, une fraction de seconde. Parce que je me dis, elle me met en position haute, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Donc je dis, mais vous savez, il y a un divan, ah non, je ne peux pas m'asseoir dessus. Je dis, bon, je vais m'asseoir par terre avec vous. Et donc je m'assieds par terre avec elle, et clac, elle se relève. Alors je dis, je vais m'asseoir sur ma chaise. Et je sais que là, j'ai fait alliance. Je sais que dans mon attitude, je lui dis, non, t'es pas Minus, non, j'ai pas le dessus sur toi, non, je suis pas mieux que toi. Et j'ai bien fait, parce que je vais apprendre qu'elle a été violée, abusée par ses deux parents pendant des années. Et donc là, on est bien dans une problématique. Et il va falloir, avec ces gens-là, je vais travailler beaucoup sur ce qui se passe là tout de suite entre nous, et je vais être très authentique. Je vais être très authentique et être là avec mon cœur, avec ma vérité, parce que c'est ça qui va peut-être pouvoir créer de la sécurité relationnelle. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Bon. Autre exemple, parce que j'ai pas regardé l'heure, vous m'excuserez, mais donc, vous voyez, je fais attention à tout, parce que tout est signifiant, et je fais aussi attention à l'image inconsciente du corps. Par exemple, un autre exemple, une femme qui vient, puis alors, elle a les cheveux gris, elle a l'air vieille, pourtant elle a 30 ans, puis elle a une voix de petite fille de 3-4 ans. Et où est la femme? Je ne vois pas la femme, je vois la petite fille et la grand-mère. C'est ça que je vois devant moi. Et donc ce qu'il faut que j'entende, c'est elle n'a pas eu accès à la femme en elle. Il y a une problématique de désir, une problématique oedipienne, il y a une problématique de pouvoir s'assumer pleinement et s'incarner pleinement. Donc là, je vais travailler d'autres niveaux encore. Aussi quand je reçois un couple, vous voyez, on peut travailler, j'ai bien aimé en parler du mot à soi, du mot de l'autre, et puis du mot du dictionnaire. Enfin, c'était pas sur les mots, je l'avais dit sur autre. Ah si, en première personne, en deuxième personne, en troisième personne. Quand je reçois un couple, moi j'adore faire ça, à un moment donné, je leur dis, dessinez-moi votre famille, la famille actuelle. Et chacun de son côté, ils ont 3 minutes. Puis ils reviennent avec leur dessin. Et là, tout à coup, ils se rendent compte qu'ils utilisent le même mot, mais ce n'est pas du tout la même représentation interne. Et énormément de choses inconscientes se révèlent sur le dessin. Parce qu'une image vaut 1000 mots. Parce que l'image chante le refoulé, chante tout ce en quoi le moi, il est pris entre ses pulsions et le surmoi. Il est complètement squeezé. Et ce qui est important pour moi, c'est que la personne, elle puisse s'éprouver, si elle a été empêchée de pleurer, qu'elle retrouve le chemin des pleurs, et ça va m'amener à la fin de ma présentation. Ou par exemple, une femme est venue il y a longtemps, adressée par un ostéopathe, parce qu'elle avait des problèmes de vessie, et elle devait, j'adore, je trouve ça magnifique comme symbolique, elle devait faire des sondages chaque jour de sa vessie. Bon. Donc elle vient me voir parce que ça ne va pas du tout, et puis l'ostéopathe a bien compris que c'est pas un problème mécanique, c'est un problème psyché-soma, c'est-à-dire comment ça circule. Et donc je lui demande, dans ces cas-là, je dis, brossez-moi un tableau de votre vie. Ça m'intéresse beaucoup de savoir par quoi ils vont commencer les gens. Vous voyez, il y en a, ils vont commencer par, une fois qu'ils ont quitté chez leurs parents, et puis après, moi je leur demande toujours l'histoire de naissance, parce que je sais très bien que la place que vous avez eue dans la fratrie, et la place qu'ont eu les parents, et etc., tout ça fait des effets dominos sur toutes les douleurs qui n'ont pas été travaillées. On les récupère, c'est la boîte noire transgénérationnelle. Hein. Et donc cette femme, elle vient et elle me raconte pendant 3/4 d'heure, parce que mes séances durent 3/4 d'heure, visage impassible,
Et elle me raconte des horreurs. C'est une Cambodgienne, elle a quitté à 17 ans le Cambodge avec sa mère et son frère de manière précipitée. Elle n'a jamais revu son père. Elle ne sait pas s'il a été torturé, s'il est mort ou quoi. Elle avait 17 ans. Et elle m'explique que depuis que son fils est né, son fils a aujourd'hui 17 ans, elle ne le voit plus, il est SDF, le lien est à nouveau rompu. Vous voyez, ce qui n'est pas réglé se perpétue, ce qu'on appelle les dates anniversaires. Elle explique qu'elle ne voit plus, et puis voilà, puis elle me raconte toutes ces histoires, et elle me raconte que le dimanche, le père les emmenait voir toutes les fusillades des Khmers rouges, et qu'il fallait rester impassible. Donc là, je sais que, vous voyez, elle a le concept, elle a le corps il ne peut que dire l'émotion qui n'est pas vécue, qui n'est pas exprimée, donc ça va s'exprimer par la vessie qui se retient, qui ne peut pas laisser. Alors, il y avait une personne qui faisait la médecine chinoise, mais je crois qu'elle est partie. Moi qui en ai fait un petit peu, c'est très très intéressant de voir que les reins, ça parle des ancêtres, ça parle de la peur, etc. Mais pourquoi je vous dis ça? Donc elle vient première séance. Et qu'est-ce que je fais? À la fin de la séance, je sens cette émotion, je sens tout le chagrin qui est là, et ce chagrin, bien sûr, on pourrait dire c'est le mien, mais moi je sens que c'est le chagrin qu'elle ne peut pas vivre, qu'elle n'a pas le droit de vivre, qu'elle dépose en moi, ou qu'elle me fait vivre de manière très inconsciente. Et je vais laisser 2-3 larmes couler. Alors vous voyez, c'est complètement fou, hein, c'est un pari, c'est un poker. Je laisse 2-3 larmes couler et je lui dis, je suis profondément émue par ce que vous me racontez, rien que de le dire ça revient. Et je lui dis, émue par votre histoire et émue par toute cette souffrance de l'humanité. Je lui dis ça comme ça. Et alors je me dis, alors là, elle va se dire, elle va sortir, elle va dire, ah ben alors là, c'est le pompon. Je vais voir la psy, c'est elle qui pleure, elle va jamais revenir. Mais c'était une partie de poker. Hein. C'est dans ce sens-là, je dis, c'est qui tout doux. Et bien sûr qu'elle est revenue. Parce que j'ai ouvert la voie qu'on pouvait être en lien dans l'émotion. Et que c'est ça qui n'allait pas. Et je peux vous dire qu'elle a beaucoup travaillé, elle était désirante, et que ça s'est réglé au fur et à mesure. Donc, nous ne nous concentrons jamais sur le symptôme. Nous savons que le symptôme dit quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas arrivé à la conscience. C'est ça tente de dire là où ça n'a pas été accueilli. Et c'est pour ça que je vais travailler, je vais essayer d'être à l'écoute de tous ces contenus latents dans les manifestations phénoménologiques de la première rencontre. Parce que si l'être en face de moi se sent entendu dans sa souffrance, là où elle n'a jamais été entendue, là il va y avoir ce que j'appelle l'alliance embryonnaire. Et je suis reconnue en face de l'autre. Autre exemple sur les larmes, et ce sera mon dernier exemple, j'aurai fini mon exposé quasiment. Une autre femme vient. Vous avez pensé que je travaille avec des femmes? Non, mais beaucoup. Souvent les femmes ont dit que c'est normal, elles ont eu l'éducation, elles ont plus le droit de pleurer. Et puis d'être sensible, on demande aux hommes d'être forts, et puis il ne faut pas pleurer si tu veux être un homme. Mais non, un homme fort et sensible, qu'est-ce que c'est bon? Messieurs, osez être sensibles et pleurer. Bref. Donc cette dame vient, et elle m'explique, alors elle, c'est avec un grand sourire, pendant quasiment 3 quarts d'heure, qu'à 8 ans, elle a découvert sa maman assassinée dans son lit, en plein milieu de la nuit, et qu'après, la famille n'a pas trouvé mieux que de l'envoyer dans une famille d'accueil où elle va se faire violer pendant 10 ans. Alors là, vous voyez, quand elle me dit ça, moi je sens l'effondrement intérieur, mais il faut que je reste digne. Ça me touche très fort là. Il faut que je reste digne parce que je travaille avec l'enfant intérieur dans la personne. Et je sais que cette petite fille de 8 ans, de 12 ans, de 14 ans n'a jamais été entendue, n'a jamais pu s'appuyer sur un adulte. Et que si je deviens cet adulte qui s'effondre, ça ne va pas du tout être thérapeutique. Elle ne reviendra plus, elle ne pourra pas vivre sa douleur et sa souffrance qui n'ont pas été entendues. Donc je vais rester digne, être là, bien là. C'est une femme qui a fait 20-30 ans de psychanalyse, certainement, heureusement, ça l'a tenue debout. C'est-à-dire qu'elle a quand même mis des mots, a mis du sens. Mais elle est complètement coupée de son corps. Elle me dit ça avec un sourire, on raconte... La seule chose que je lui dis, je crois à un moment donné, je dis, mais vous me dites tout ça en souriant, et qu'est-ce que vous ressentez là, quand vous me parlez de ça? Et elle réalise que c'est coupé. Et elle va partir, et là, pour la première fois de ma vie, moi j'ai pleuré pendant une bonne demi-heure. Il fallait que je me régule, c'est tellement horrible ce qu'elle me raconte. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Vous voyez que je suis quelqu'un de très émotif, que je travaille beaucoup avec ça. On a chacun
nos vecteurs, on a chacun, je dirais, vous voyez, nous sommes comme des instruments de musique, et quelle partition va se jouer entre le sujet qui vient là et que j'essaie d'accueillir vraiment d'une manière holistique et humaine, parce qu'une souffrance partagée et reconnue est une souffrance à moitié guérie. Et donc c'est vraiment ça pour moi l'enjeu, c'est qu'est-ce qui va être thérapeutique, qu'est-ce qui va créer l'alliance. Je vais terminer, et donc évidemment toute l'histoire de l'empathie, comment je vais être empathique, et je vais terminer aussi sur le fait que qu'est-ce qui fait que ça accroche. C'est pas juste parce que j'ai réfléchi, il y a aussi l'alchimie entre les êtres, et il y a le fait de ma disponibilité, et il y a le fait surtout de comment la personne est désirante d'aller mieux, profondément. Bien sûr qu'elle est prise par des doubles mouvements. Ça fait, vous savez, quand on s'est construit pour tenir debout, on a des défenses, mais très souvent, à un moment donné, ces défenses, elles nous empêchent de bien vivre, c'est-à-dire d'avoir du bien-être, de se sentir bien dans ses profondeurs, dans sa vibration. Et ça nous empêche de vivre. C'est très souvent pour ça qu'on est en thérapie. Mais si on attaque les défenses au marteau-piqueur, la personne va faire une décompensation. On fait aller à dose homéopathique. Et la question, c'est comment on fait. Donc on a toutes sortes d'outils en analyse psycho-organique pour travailler plutôt tel aspect. On peut travailler en rêve éveillé, on peut travailler en face à face debout, on peut contenir, c'est-à-dire proposer ce qu'on appelle des polarisations, un contact avec les mains pour que la personne sente son début, sa fin. Ça, pour tous les processus primaires, c'est très important. Sentir son dedans, son dehors. Parce que le problème des psychotiques, c'est qu'ils sont partout et ils ne sont pas à l'intérieur d'eux. Hein. Et il y a des personnes ça m'est arrivé de refuser. Pourquoi ? Ça, c'est difficile. Je pense à ce monsieur qui est venu, j'étais extrêmement touchée, j'avais beaucoup d'empathie. Et c'est ça, je voudrais revenir, je te remercie Gain d'avoir parlé de l'amour, c'est-à-dire que moi je sais que le travail ne pourra se faire que si j'ai de l'amour pour le patient qui est en face de moi, malgré ses défenses, malgré son agressivité, malgré tout ce qui va. Si j'arrive à trouver l'amour, le travail pourra se faire. S'il n'y a pas l'amour, je sais que ça ne se fera pas. Alors l'amour, je pourrais dire, c'est l'empathie, c'est le lien, c'est cet accueil. En deçà de mon petit moi qui va juger, qui va penser, qui machin truc. Heureusement, j'ai pas que mon petit moi, j'ai mon soi. Je travaille avec mon soi. En tout cas, j'essaie le plus possible. Et donc, ce monsieur qui avait été perdu sa maman petit, après violé, et puis qui était héroïnomane et qui sortait de prison, j'étais extrêmement émue. J'avais très envie de l'aider, mais je n'avais pas la protection de l'institution et j'ai dit non. Ça a été dur pour moi, mais ça parle aussi que nous ne sommes pas tout puissants. C'est important en tant que thérapeute de connaître vos limites, de connaître ce qui vous constitue, vos failles, vos endroits, parce que être thérapeute, c'est pas être guéri de tout. Enfin, pour moi, c'est pas ça. Hein. C'est savoir se gérer, c'est avoir du bien-être. Personne n'est protégé des souffrances inhérentes à la condition humaine. Je veux dire, là, ça, on est tous égaux dans ça. On va tous perdre des gens qu'on aime, on va tous mourir. On est presque égaux dans ça. La souffrance, c'est pas quelque chose de quantifiable. Mais la question, c'est comment je vais la gérer. Et comment j'accueille les différentes parties de moi. Mon bébé intérieur, mon enfant intérieur, la grand-mère en moi, le sage en moi. Je vous le dis comme ça, c'est des parties. Hein. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. J'aurais évidemment plein de choses à dire, mais écoutez, oui, c'est sur tous les accordages affectifs, mais je crois que je vous ai dit l'essentiel. Je vais laisser le temps pour les questions. Allez. Merci beaucoup. Merci. Je suis Benoît, infirmier, très intéressé par votre exposé. Je me demandais si il y avait des limites et des contre-indications à votre pratique thérapeutique. Et puis, vous pouvez s'imaginer que vos thérapies sont peut-être courtes dans le temps à la façon dont vous les exposez. Je me demandais si c'est une durée moyenne. Merci.
Non, nous travaillons en analyse psychorganique avec le processus, et en cela je rejoins beaucoup ce qui a été dit ce matin par Jennifer sur le processus, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, après 25 ans de métier, il y a beaucoup de gens, je ne veux même pas les rencontrer à la première rencontre, parce que je sais qu'après ils vont vouloir travailler avec moi, et je n'ai plus cette disponibilité interne, où en fonction de ce qu'il y a à réparer, je sais que ça peut prendre des années. Des années pour qu'est-ce qui va créer la confiance, l'alliance thérapeutique, et c'est que je rejoue des situations, mais que le thérapeute a cette conscience de ce qui se joue et qu'il va être à un endroit différent, il va accueillir, il faut du temps. Il faut du temps pour que le transfert se joue, si on parle de transfert, et que je sois à un autre endroit. Mais est-ce que je vais accueillir qu'avec ma tête, ou j'accueille avec mon cœur, avec mon corps, et en fonction, je ne vais pas jouer, pour reparler de musique, la même partition de musique. Alors, il y a des patients, et ça les jeunes thérapeutes pour moi font très souvent l'erreur, qui au bout de 18 mois ou 2 ans de processus disent bon c'est fini, ça va bien. Et en fait ils sont en pleine phase du non, en pleine phase de différenciation. Moi je pense que c'est pas du tout le moment d'arrêter. Mais je vais pouvoir leur dire écoutez, je vais pas vous forcer, je dis oui à votre non, mais je pense que c'est pas le moment d'arrêter, je pense que c'est surtout le moment de continuer. Et de venir et pouvoir parler de tout ce que vous n'aimez pas ici, de tout ce que vous n'aimez pas de moi, de tout ce qui ne vous convient pas, de pouvoir vivre cette partie-là d'eux dans la sécurité du lien. Et là, ça permet de grandir et de passer au stade oedipien. Et avant ça, les gens ils sont en stade pré-oedipien. Et donc, ils ne sont pas dans des relations d'amour, ils sont dans des relations d'attachement, de dominer, d'impuissance, toute puissance. Notre société en est remplie, mais c'est pas de la faute des gens, je veux dire, c'est les systèmes éducatifs qui sont là. Si vous avez lu C'est pour ton bien d'Alice Miller, et puis je pense que c'est les dérives judéo-chrétiennes, où soi-disant au nom de l'amour, on battait, on tapait, c'était les systèmes, ce que j'appelle la relation perverse, puissance, toute puissance, et c'est pas la relation alter-ego. Je ne pense pas que je suis mieux que la personne qui est en face de moi. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai énormément travaillé sur moi. Et donc, je me connais bien, je sais ce qui m'appartient et je sais ce qui émerge là. Alors, on va me dire que c'est une co-création. Oui, mais comment je vais me servir ? L'outil là, c'est moi. Donc, il faut que je me connaisse pour bien savoir utiliser mon outil. C'est la réponse que je vous ferai. Et donc, il y a des personnes qui sont avec moi depuis très longtemps. C'est quoi très longtemps ? 8 ans, 10 ans, puis il y a des personnes qui restent 1 an, 2 ans, et puis il y en a qui restent 3-4 ans. Et ce que j'aime beaucoup dans le travail, c'est quand il y a du travail en individuel, complété par du travail en groupe. Parce que quand nous travaillons en groupe, c'est pas des groupes de parole, bien sûr, des espaces de parole, mais on fait beaucoup d'expérientiels, comme par exemple ce matin. Donc les personnes vont aller dans leur corps, et puis après il va falloir qu'ils symbolisent, qu'ils mettent des mots, et dans le lien à l'autre. Et ce qui est fabuleux dans un groupe, c'est que la personne, elle va vraiment prendre conscience que, avec un même expérientiel, il y a 20 personnes, il n'y a pas une personne qui a vécu la même chose. Donc c'est vraiment leur façon à elles de vivre la chose. Et ça donne aussi du recul sur soi-même. Ça met en 3e personne. Je deviens observateur de moi. Je dis beaucoup de choses. Oui, une petite question, Bernadette Lambois. Vous avez dit, si j'ai bien entendu, mais vous l'avez dit doucement en fin de parcours, je travaille avec mon soi. Est-ce que je me suis pas trompée ? J'essaie le plus possible. Vous pouvez expliciter un peu davantage ? Ça voudrait dire, après ça dépend ce qu'on met dans le soi, et puis ça c'est aussi ma pratique, parce que je ne l'ai pas beaucoup dit dans la présentation, j'ai aussi une formation de psychologue du travail, et j'ai une formation de 7 années en énergétique. Alors, en énergétique, quand on travaille, j'ai vu que finalement en énergétique c'était très bien, j'avais l'impression de faire la suite de la PO, on parlait de corps physique, corps émotionnel, corps mental, mais ces corps-là n'ont pas les mêmes textures énergétiquement, les mêmes qualités, puis après il y a les chakras, il y a ceci, il y a plein de niveaux. Mais moi ça m'intéresse de voir en fait comment, d'une obédience à l'autre, on parle de la même chose. Alors le soi, je dirais que c'est l'intelligence du vivant. J'essaie de mettre le plus possible de côté mon petit moi, mon ego, même si bien sûr il est là. Enfin, il faut un amour de soi suffisamment bon pour aller bien. Donc il faut un bon ego. Mais c'est pas avec mon ego que je vais travailler. Je vais essayer vraiment de travailler avec mon être profond, avec ce qui me traverse, avec ce que je ressens, avec les images qui viennent en moi. Puis ça, c'est 25 ans de pratique. Est-ce que ça répond un petit peu à la question ? Okay. Le soi jungien aussi. Tu m'as interrogé sur la durée du suivi, tu as parlé du temps.
Et puis je me suis dit, il faut que je réfléchisse parce que je suis en train, avec la patiente, d'écrire son récit de guérison qui a pris 32 ans. Alors, en médecine, quand il y a un suivi d'1 an, c'est magnifique. 2 ans, c'est rare. 5 ans, c'est de l'inouï. 32 ans, c'est du jamais vu. Alors, on est parti de façon spectaculaire, puisqu'elle était référée pour colectomie totale et que les gastros en avaient marre parce qu'elle a la selle tous les 2 mois. Et que quand j'étais dans sa chambre d'étage, d'une part, elle m'a dit, si la chirurgie ne me guérit pas, je me tue. Ça, c'est le chantage de la colectomie. Et d'autre part, elle a parlé du viol qu'elle a subi, et c'était la première fois que je le voyais. Et 32 ans plus tard, je la vois encore dans mon bureau me disant, docteur, je ne suis pas normal. J'ai pas mal au ventre, je suis pas constipé, j'ai pas de diarrhée, je fais pas mes caca et je fais pas mes pipis. Docteur, je suis vraiment pas normal. Parce qu'elle était passée à travers tout ça, dans une vraie rééducation d'une certaine manière, à travers tout ce qu'elle avait vécu. Et j'ai dit, Marthe, est-ce que tu es en train de me dire que tu es guérie? Mais je suis pas normal, je vous dis. Donc je suis sorti, il y avait encore 3 malades qui attendaient. Et je lui ai dit, mesdames, je vous présente quelqu'un que je connais depuis 32 ans et qui vient de me dire qu'elle n'a plus de problème. Donc les patients dans le couloir l'ont applaudi, ce qui a fait beaucoup de plaisir à la patiente en termes de ratification. Et quand elle voulait que j'écrive son histoire, on l'a fait à 80, si je peux dire. Dans le premier récit du début, elle m'a raconté que je voulais faire de l'hypnose. J'étais un très débutant au niveau de l'hypnose. Et elle a déchiré mes chemises, tous les boutons, arraché mes poches, et j'avais aucun souvenir de la rage qu'elle avait sortie sur les viols de son père, qu'elle avait sorti sur moi. Et elle m'a dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et je lui ai dit, c'est toi. Et les 2 infirmières qui étaient témoins ont dit, c'est vous qui lui avez fait ça. Elle n'avait aucun souvenir, moi non plus, mais là c'est sorti. Alors ma question c'est, quand ça dure trop longtemps, il y a une question de gravité du trauma, bien entendu, il y a une question du contre-transfert du thérapeute. Mon attitude en général, c'est de dire aux malades d'emblée, je ne vous donnerai pas congé, parce que les parents ne mettent pas les enfants à la porte. C'est des enfants qui sont assez grands pour devenir autonomes. Mais c'est un peu la même idée. J'attends qu'on me donne congé. Et des fois, les gens reviennent plus tard parce qu'ils ont fait une tranche tout seuls, tranquille, et qu'ils ont trouvé autre chose. Qu'est-ce qui te guide sur la durée de l'accompagnement? Merci de ta question. Alors, c'est-à-dire pour moi, il y a différentes phases dans le processus. Il y a, je dirais, voilà, cette première phase dont je vous ai parlé, qui est entendre là où ça a souffert et que ça n'a pas été reconnu. Et c'est ce qui fait que la personne, il y a un endroit qui s'est arrêté de grandir. Je prends un autre exemple, une femme qui vient me voir, elle a 50 ans, elle a l'air d'en avoir 25, et elle a une voix d'une petite fille de 5 ans. Première chose, parce que je me dis, mais on dirait 5 ans. Donc je dis, mais 5 ans, c'est quoi pour vous? Elle dit, ah ben 5 ans, j'ai quitté mon pays, je n'ai jamais revu. Et je sais qu'il y a un trauma là. Par rapport à ta question, donc il y a cette première phase, je dirais, qui va être de réparer l'appareil psychique à ces endroits-là. Et réparer l'appareil psychique en fonction des endroits de l'évolution, on ne va pas le faire de la même manière. Et puis, je pense à ce patient qui était venu parce qu'il avait la maladie de Crohn. Et puis, vous voyez, ça c'était passionnant. Il était angoissé 4 jours avant de venir au rendez-vous. Ça, c'était les premiers temps. Puis au bout d'1 an ou 2, parce qu'il y avait beaucoup de travail, puis il me disait, vous êtes mon directeur de conscience. Et vous voyez, son père était directeur d'établissement. Et son père lui donnait rendez-vous toutes les semaines dans son bureau pour dire ses notes. Donc lui, dans son transfert, j'ai été le père sévère, hyper sévère. Et tout ça pour dire qu'il y a eu tout un temps de réparation, lui aussi avec sa naissance, avec plein d'endroits, plein de choses, parce qu'on travaille aussi en analyse psychorganique avec, sous forme de rêve éveillé, le père réel, la mère réelle, et après, on fait un autre rêve éveillé, les parents symboliques, c'est-à-dire les parents dont j'aurais eu besoin. Et ça permet de devenir aussi bon parent pour soi. Et on travaille à plein de niveaux. Et tout ça pour répondre à ta question, qu'il va beaucoup mieux ce monsieur. Avant il prenait des médicaments toujours, il avait la maladie de Crohn, au bout je ne sais plus, il a dû rester 4 ans, 5 ans, plus du tout de maladie de Crohn, il va très bien, il est plus stressé. Maintenant, comme il dit, même il se permettait d'arriver en retard, alors qu'avant il arrivait à l'avance, enfin, etc. Donc quelque chose, c'est vraiment apaisé dedans.
Et puis il a arrêté quelques années, puis il est revenu me voir parce qu'il se passait quelque chose dans sa vie. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il a décidé, et nous l'avons décidé d'un commun accord, c'est qu'il m'a dit, mais finalement j'aimerais bien venir 2, 3, 4 fois par an. Et on fait une double séance. Il vient pour une double séance, c'est-à-dire 1h30. Je suis souvent travaillé comme ça avec lui. Et en fait, il vient se poser, il vient prendre rendez-vous avec lui, faire le point. Il va suffisamment bien, mais c'est comme un rendez-vous avec lui. Il ne vient plus me voir, il vient se voir à travers cet accompagnement. Et là, pour moi, on est vraiment dans une autre phase du processus, c'est comment il incarne ses valeurs, c'est-à-dire son être authentique. Et si je reprends une métaphore, moi, ce qui m'importe finalement, c'est, je dirais, on est tous différents. Je veux dire, même si vous prenez un champ de roses, aucune rose pareille. Toutes les fleurs sont différentes, des singularités, c'est ce qui fait un beau bouquet. Mais ce qui est terrible pour moi, c'est quand je vois un petit bouton de rose qui ne va jamais s'ouvrir. Et pour moi, c'est ça, l'individu, quand il est en souffrance, il y a quelque chose qui ne s'épanouit pas. Comment faire en sorte que ça puisse s'épanouir, que ces profondeurs puissent s'incarner, prendre jour, et que la personne puisse être elle-même en face de l'autre, mais surtout qu'elle puisse oser sa singularité. C'est ça qui fait la richesse de notre monde. C'est pas d'être tous pareils, d'avoir tous les mêmes rides, tous les mêmes dents, tous les mêmes seins, tous manger pareil, tous être uniformisés. Vous voyez, l'industrialisation, non, non, non. On voit bien, ça détruit notre terre. Vous faites de l'agriculture biologique avec toutes les différences ensemble, c'est ça qui est vivant. Est-ce que je l'ai répondu ? Donc 32 ans, tout ça pour dire, parce que c'est une question que je m'étais posée jeune, enfin plus jeune, à Paul Bessel, je dis mais là il y en a une, tu l'as depuis 20 ans, mais elle vient de... Et ben oui, on pourrait se dire, on va chez le dentiste quelques fois par an, hein, c'est un hygiène, on a compris il y a 200 ans l'hygiène physique, on est juste en train de comprendre l'hygiène émotionnelle, c'est-à-dire une émotion qui n'est pas exprimée et vécue dans le lien à l'autre, elle reste dans le corps, elle s'encapsule et ça va créer des désordres, alors mécaniques, des cancers, des dépressions, des ceci, des cela. Quand une personne dit « je ne veux plus vivre », nous, ce qu'on veut dire dans la psycho-organique, c'est « vous ne voulez plus vivre cette vie-là ». Mais c'est pas du tout ça que la personne ne veut plus vivre, mais elle ne veut plus vivre ce qu'elle s'impose, là, ce formatage. J'ai entendu, je parle beaucoup, je suis très passionnée, désolée, après une fois que je parle, je suis très passionnée. Du temps pour une petite question encore. Ouais. Oui. Il y a une demoiselle là-haut, tout au fond. Ou une dame, je ne sais pas. Je vous remercie. Je suis habituée par les enseignants. J'entends votre grande sensibilité et expérience en tant que praticienne. Et je me demande, dans la relation à la personne que vous avez en face de vous, comment vous savez que votre interprétation de ce qui est en train de se passer là-bas chez la personne est juste pour elle? Merci de votre question, c'est ce que j'ai oublié de dire. Dans notre métier, c'est très difficile parce que nous ne savons jamais réellement et nous avons 2-3 secondes pour décider de notre intervention, si on est vraiment dans l'interaction, qu'est-ce qui va être thérapeutique. Bon, je dirais que c'est énormément de travail sur moi qui m'a formée à ça. C'est-à-dire, je sais moi aussi ce qui m'a réparé. Et si vous me voyez aujourd'hui assez sûr de moi et prendre l'espace, c'est pas arrivé comme ça. Hein. Ça fait 25 ans que j'ai bossé sur moi, comme Guilain. C'est plus je connais les différentes parties de moi, plus j'ai une plasticité psychique, plus j'arrive à me gérer. Alors, je dirais que c'est l'expérience, c'est le terrain, quoi. C'est à force. Mais c'est aussi beaucoup la formation qu'on a eue, parce qu'on passe pendant 4 ans du temps à éprouver sur soi, accompagner l'autre, c'est-à-dire être thérapeute, être patient, être thérapeute, être patient avec des expérientiels, avec de la théorie. Vous voyez, je disais ce matin à un de vos collègues qui est là, je dis finalement l'analyse psycho-organique, c'est un peu comme le bouddhisme qui est une religion pratique, c'est-à-dire on la pratique avec le corps, on apprend avec le corps, ou le yoga, alors c'est une philosophie pratique. Et c'est très bien, le yoga, il met dans le corps d'abord, parce que si vous mettez des gens... C'est très dangereux ce qui se passe à l'heure actuelle, tout le monde veut faire de la spiritualité. S'ils ne sont pas incarnés, mais ils vont finir à l'hôpital psychiatrique, ils seront zoom partout,
Et il faut, ce que disait notre prof d'énergétique, je vous dis ça parce que j'aime bien cette image, il dit, si vous allez faire de l'énergétique, de la spiritualité, vous avez intérêt à avoir du chewing-gum collé aux chaussures. C'est-à-dire savoir bien qui vous êtes et où vous habitez, c'est à l'intérieur de vous, et comment vous appelez, parce que vous allez partir dans d'autres dimensions. Et si le moi, il n'est pas assez solide, il va exploser. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ça, c'est la pratique. Je vous répondrai comme ça en disant qu'un ébéniste, j'avais parlé avec un ébéniste, donc il travaille avec le bois. Il m'a dit, vous savez, ça prend au moins 10 ans pour apprendre le métier, les qualités de bois, comment je vais travailler tel morceau de bois ou tel autre. Ben voilà, après, il y a la théorie, puis il y a le terrain, mais le terrain, vous gagnerez du temps si vous allez beaucoup observer comment vous fonctionnez, comme ce qui a été proposé ce matin, qui va vous donner une écoute très fine entre dedans, dehors, et puis la qualité de l'atmosphère qui se joue entre les deux, quoi. C'est bon? Merci beaucoup. Je vais juste ajouter quelque chose avant de vous remercier une dernière fois. C'est que voilà, Anne me rappelait. Oui, je voudrais juste dire une chose en fait, qui a fait beaucoup de sens ici, qui est assez peu connue, puisqu'on parle aussi beaucoup d'entretien d'explicitation, c'est que Pierre Vermersch, qui a donc fondé l'entretien d'explicitation, s'est formé il y a 33 ans à l'analyse psycho-organique. Voilà, et j'ai pas mal d'émotions en disant ça. Oui, c'est vrai, merci Anne. Et puis il travaille avec Anne Fraisse, qui est une grande dame qui est décédée cette année. Et je vais finir avec une petite phrase qui va peut-être vous choquer, mais que moi j'ai comprise il n'y a pas très longtemps. Aime ton prochain comme toi-même. Si vous ne vous aimez pas complètement avec vos ombres, avec vos douleurs, avec vos angoisses, vous ne pourrez pas accueillir vraiment pleinement l'autre en face de vous. Je pense que ça prend une vie de s'aimer soi-même, mais bon, voilà. Merci. Je me permets d'ajouter, c'est écrit là parce que j'allais oublier, je me suis battue à l'EFAPO pour créer un cycle pour les professionnels qui sont psychiatres, psychologues et qui veulent apprendre comment on fait. C'est un cycle plus court, mais je pense que vraiment ça va servir à tout le monde. Voilà.